dès 1961, un groupe d'inspecteurs généraux de l'enseignement technique et de l'enseignement secondaire avait mis sur pied un projet de programme moderne et technique pour les classes de 4e et de 3e, notamment dans les lycées techniques. C'est une donnée qui a permis le développement de la technologie. Mais il y a une autre donnée, c'est le fait que l'évolution des techniques dans le monde donne une place de plus en plus grande au côté scientifique fondamental qui détermine l'adaptabilité et qui permet de s'adapter à la mobilité croissante des diverses formes de techniques. Cette considération conduit à donner une base fondamentale, plus étendue que par le passé, à toute initiation à une activité technique, de quelque niveau qu'elle soit. Par exemple, les pays modernes aujourd'hui considèrent que ce n'est pas perdre le temps du futur ouvrier spécialisé ou qualifié que de lui demander d'acquérir une connaissance générale, théorique ou pratique, échelonnée sur une période qui est d'au moins 8 années, quelquefois 9, quelquefois 10 même. L'enseignement technique a pour finalité de préparer des hommes aux responsabilités de la production, mais la meilleure façon de les y préparer n'est plus, comme jadis, de commencer tout de suite par les préoccupations de la production, mais de considérer qu'il y a une phase d'articulation qui sert de tremplin et qui est commune d'ailleurs aux besoins de l'enseignement technique et des sciences elles-mêmes. Monsieur Faure, vous êtes secrétaire général de l'Association des parents d'élèves des écoles publiques de la Seine. J'aurais voulu vous demander si les enfants qui suivent des cours de technologie en classe de 4e et 3e ont des réactions nouvelles devant l'objet technique et s'ils font allusion à cet enseignement dans leur conversation familiale. Oui, vous me posez là en fait deux questions. La première sur le comportement de l'enfant dans la famille et d'autre part sur le problème de la technologie en soi vue par l'enfant. En ce qui concerne l'attitude de l'enfant dans la famille, il faut bien dire que, comme pour les autres matières d'ailleurs du programme scolaire, il est souvent difficile d'obtenir des confidences en ce qui concerne ces questions, d'autant plus que la technologie ici n'est pas tellement connue des parents et que par conséquent ceux-ci ne sont pas capables de poser les questions qui conviendraient. Par conséquent, cet enseignement n'est pas abordé, il faut bien le dire, à l'intérieur du milieu familial. Toutefois, de conversations que j'ai pu avoir avec des parents dont les enfants suivent ces cours de 4e et de 3e, j'ai pu retenir que l'enfant se comportait un peu différemment devant certains problèmes techniques. Notamment, il m'a été signalé que l'un d'entre eux, qui jusqu'à présent avait une sorte de répulsion devant le phénomène électrique, s'était pris à bricoler sur un appareillage simple en soi, mais le fait même qu'il puisse aborder ce bricolage prouvait qu'il avait surmonté une certaine appréhension devant l'objet technique. Par conséquent, il y avait un progrès. Autre progrès noté, c'est celui du dessin industriel, dessin technique, qui oblige l'enfant, l'adolescent à une certaine discipline nouvelle. Il acquiert une certaine sûreté du trait, de la lettre, et par conséquent provoque un progrès en ce domaine. Bien, je crois, comme ses promoteurs, que c'est un enseignement qui a une valeur de culture. C'est un enseignement qui doit avoir le mérite d'une certaine simplicité. On n'est pas choqué d'initier de futurs littéraires aux sciences de la nature et un schéma de machine est une chose beaucoup plus dépouillée, beaucoup plus facile à comprendre que tel ou tel phénomène naturel. D'autre part, l'enfant de 13 ans, de 14 ans, ne vit pas en vase clos, il vit dans une société qui le sollicite à tout instant, il voit des machines, il voit quantité de réalisations scientifiques et techniques, il les découvre, il est bon qu'il soit guidé dans cette découverte et qu'il n'aille pas la faire au hasard.
Monsieur le proviseur, nous n'oublions pas que la technologie est enseignée dans les classes de 4e et 3e du cycle d'orientation. En quoi la technologie nous apporte-t-elle une aide dans cette orientation? Monsieur l'inspecteur, je suis très heureux que vous me posiez cette question de toute première importance, car si le problème de l'orientation tout au long du premier cycle nous occupe, celui de l'orientation sur les diverses formes de l'enseignement technique à la fin de la 3e nous préoccupe. Nous voudrions en effet que nos élèves ceux de nos élèves qui n'ont pas les aptitudes suffisantes pour continuer sur le classique et le moderne puissent entrer dans l'enseignement technique à la condition que leur orientation sur l'enseignement technique n'ait pas un aspect négatif. Ce n'est pas parce qu'on est inapte au classique et au moderne qu'on est nécessairement apte aux techniques. Nous voudrions donc trouver tout au long du premier cycle des arguments pour une orientation positive vers le technique. Nous sommes bien obligés de reconnaître que les programmes et les horaires actuels du premier cycle ne nous permettent pas de trouver ces arguments positifs. Je suis persuadé que la technologie, les travaux expérimentaux de 6e et de 5e et la technologie de 4e et de 3e nous donneraient ces arguments positifs. Je souhaite donc personnellement que l'enseignement de la technologie, qui est limité actuellement aux classes de moderne de certains établissements, soit étendu à tous les établissements possédant un premier cycle et étendu aux sections classiques. C'est un enseignement de synthèse et qui doit intéresser tous les enfants de 4e et de 3e. À notre sens, il paraît évident que ceux qui ont le plus besoin de cet enseignement sont précisément ceux qui plus tard ne seront peut-être pas des techniciens. Il paraît souhaitable, par conséquent, de l'offrir aussi bien aux élèves du moderne que du classique. Si nos littéraires, nos littéraires qui ont une culture littéraire, nos philosophes, si vous voulez, d'une façon générale, faisaient un peu plus de technologie, étaient un peu plus au courant des problèmes de la technique, un problème qui approche qui leur permet de comprendre un petit peu le mouvement, l'évolution technologique du monde, ce serait très bien, ce serait excellent pour eux. Ça leur permettrait de ne pas être trop loin des réalités scientifiques, car ils en sont souvent très loin. Je connais des littéraires de 40 ans qui sont vraiment dans un autre monde, qui vivent dans un autre monde que les techniciens et les scientifiques. Les techniciens et les scientifiques vivent dans le même monde. Tout à fait, c'est ce monde en évolution que l'on suit, dans lequel on est heureux de vivre, qui est un monde très intéressant, très agréable, très vivant. Mais eux sont à part. Tandis que les jeunes philosophes de 18 ans, 20 ans, parmi eux, il y en a beaucoup qui ont envie de ne pas être justement coupés de ce monde technique et scientifique qui est au fond le monde de l'avenir et même le monde de la culture de demain. Actuellement, l'expérience, car c'est une expérience encore, est conduite dans un nombre relativement petit de classes de 4e et de 3e. La raison en est que, d'une part, le personnel qualifié est trop peu nombreux et que, d'autre part, les moyens propres à cette pédagogie, les moyens matériels, j'entends, les séances de travaux pratiques, tous ces moyens-là sont encore à l'état embryonnaire. Il n'est pas douteux, à mon avis, qu'il faut développer cet enseignement, mais je souhaite même que l'on élargisse la notion de classe moderne, car jusqu'à présent, on en est à considérer que la technologie, c'est le latin des modernes. Et par conséquent, les options actuelles doivent placer l'élève devant le dilemme, ou bien apprendre le latin, ou bien apprendre la technologie. Eh bien, je crois que c'est une formule trop rigide. Quel est l'avenir de cet enseignement de la technologie? Vu sous l'angle des parents, qui y sont très favorables, on peut dire que cet enseignement a un large avenir offert devant lui.
Cet enseignement doit disposer, comme tous les enseignements d'ailleurs, de tous les moyens techniques nécessaires, largement distribués, aussi bien sur le plan des locaux que sur l'équipement, même simple. Il faut donc pourvoir tous nos établissements scolaires des moyens aptes à dispenser cet enseignement, des moyens propres à dispenser cet enseignement. Il faut aussi des maîtres, bien sûr, des maîtres qui soient formés spécialement pour opérer l'enseignement de la technologie. Et ces maîtres, ils peuvent provenir de l'enseignement technique, ils peuvent provenir de l'enseignement général, mais il faut qu'ils soient aptes à remplir leurs fonctions. Il ne faut pas que, par conséquent, que l'enseignement de la technologie devienne quelque chose qui ressemble à du bricolage. Il faut qu'il conserve sa vocation première, à savoir être la synthèse de l'enseignement théorique et de l'enseignement pratique. Par conséquent, cet enseignement doit être distribué par des maîtres qui sont formés et exclusivement formés pour cela. Quelles sont, à votre avis, les conditions psychologiques de la réussite? Vous avez bien dit les conditions psychologiques, car c'est peut-être là le plus grand obstacle. Il faut faire comprendre aux familles, et même dans bien des cas aux enseignants, ce que recouvre ce mot de technologie et quelles sont les ambitions qu'on lui assigne. Il y a donc un premier effort, le plus grand sans doute, d'information et de compréhension. On n'édifie pas un système d'enseignement sans patience, sans de nombreux contacts, de nombreuses discussions et sans une prévision quelque peu lointaine. Et il faut savoir que nous ne sommes pas en mesure de généraliser la technologie du jour au lendemain. Il faudra donc être patient de ce côté-là. Il faut aussi d'autres conditions, des moyens matériels. Et ils sont importants. On a pu, pendant longtemps, parce que notre enseignement était surtout à vocation conceptuelle, préparer des jeunes gens pour les études universitaires ou les études supérieures de techniciens à partir de l'industrie traditionnelle des pédagogues, la classe rectangulaire, le tableau noir, la feuille de papier et les discours, voire même avec des expériences faites au tableau. Aujourd'hui, ça n'est plus possible. Il faut des salles de travaux pratiques, il faut des moyens matériels, il faut des maîtres convenablement formés. Nous avons donc besoin de prévoir des stages de formation pour les maîtres, même pour ceux qui ont le bagage technique qui entre en ligne de compte pour cet enseignement, mais qui ont été préparés plutôt pour les problèmes de la fabrication que pour les problèmes pédagogiques de cette initiation aux méthodes de la technologie. J'aime bien les programmes, les choses d'une façon générale, les buts dont on a les moyens. Et je crains que de ce côté, on soit très loin d'avoir les moyens nécessaires. Je ne parle pas tellement des moyens matériels. Et les circulaires ministérielles ont très bien montré, un de vos articles aussi, Monsieur Deforges, ont très bien montré que l'appareillage nécessaire pouvait être fort simple et peu coûteux. Mais ce qui compte, c'est de disposer d'enseignants en nombre et plus encore de qualité voulue. Cet enseignement souhaité par M. Capel est un enseignement difficile. D'une façon générale, le maître doit dominer d'assez haut l'enseignement qu'il donne. Là, peut-être plus encore, car si j'ai bien compris les intentions des promoteurs de cette réforme, il s'agit en somme de dégager la philosophie, ce que les Anglais appelleraient la philosophie de la machine. Et ça, c'est une chose assez difficile à faire si on ne possède pas une culture suffisante, si on n'y a pas réfléchi suffisamment, si on n'y croit pas soi-même. Oui, et pensez-vous que cette technologie puisse faire naître des vocations? Oh, je ne pense pas qu'elle fera naître des vocations, car je crois qu'à l'âge où on fera cette technologie,
les vocations, dans le vrai mot du mot vocation, seront déjà déterminées. Les enfants d'aujourd'hui connaissent la technique dès leur berceau. Je ne dis pas qu'on fait encore, même le biberon, il y a une technologie du biberon, mais l'enfant qui vit dans le milieu familial, dans la rue, a une connaissance de l'automobile, il a une connaissance de la télévision, il a une connaissance de la radio, il a une connaissance des appareils ménagers, dans la cuisine même, la machine à laver, la machine à faire la vaisselle. Et tout ceci le met dans une ambiance technique dès son plus jeune âge. Celui qui aurait la vocation technique, du fait de cette ambiance technique, je crois, n'attendra pas les cours de technologie de 4e et 3e pour sentir cette vocation se confirmer. Susciter des vocations, oui, toute ouverture sur le concret, sur la vie, donne aux élèves des occasions d'enrichissement et par conséquent facilite l'ouverture vers les vocations. Il faudrait considérer que cet enrichissement des moyens de l'orientation de nos élèves au niveau du premier cycle vers les diverses possibilités ne se limite pas aux vocations techniques. J'ai tout à l'heure souligné le fait que la physique et la technique étaient intimement liées. Et je crois que l'on peut dire que la technologie permettra de développer, de faire naître, d'enrichir des vocations dans tout le domaine des sciences expérimentales, dont la technologie et la technique constituent un secteur. Vous avez dit tout à l'heure que les enfants se livraient difficilement, mais malgré tout, est-ce qu'on peut avoir une idée de ce qu'ils pensent eux-mêmes de cet enseignement de la technologie? Eh bien, je crois que le meilleur moyen de savoir ce qu'ils pensent, c'est de les questionner dans une atmosphère, disons, assez détendue. Cela m'est arrivé récemment, j'ai vu des élèves de 4e, des élèves de 3e, à qui j'ai posé ex abrupto la question et qui m'ont répondu, je pense franchement. D'une façon générale, cet enseignement leur plaît. Il plaît, disons, à tous, disons à 99%. Même ceux qui ne réussissent pas brillamment dans cet enseignement, y trouvent un plaisir. La leçon de technologie est toujours abordée avec plaisir, je ne dirais pas comme un délassement, mais enfin comme une détente dans le cours austère des cours normaux. Il est évident aussi que l'intérêt de l'enfant pour la leçon varie en fonction de l'objet étudié, d'une part, et en fonction de la façon dont cet objet est étudié. Dans l'approche de l'objet technique, que pensez-vous de la démarche suivante, qui représente une sorte de dialogue avec l'objet? Par exemple, dis-moi à quoi tu peux servir, dis-moi pourquoi tu fus créé, dis-moi comment tu fus créé, dis-moi d'où tu viens. Eh bien, ces questions que vous me posez sont pour moi des questions très familières, parce que nous avons au certificat d'ethnologie de la faculté une épreuve de travaux pratiques de technologie, épreuve au cours de laquelle on pose sur la table devant les étudiants un objet à décrire, comme par exemple cette hache de pierre américaine que j'ai entre les mains pour l'instant, et sous une forme sous une formulation plus scientifique peut-être que celle que vous avez exprimée, ça revient à lui demander à quoi a servi l'objet, de quel objet il s'agit précisément, dans quelle matière il est fait, de quelle région du monde il peut venir, enfin à faire cet interrogatoire auquel vous faisiez allusion. Vous savez qu'on peut aborder le problème de deux, disons même trois façons, soit sous l'angle de l'observation, soit sous l'angle de l'imagination, soit sous l'angle, disons, historique. Il est de fait que l'observation remporte moins de suffrages que l'étude à partir de l'imagination, c'est-à-dire que lorsque l'enfant est appelé à redécouvrir l'objet, il y prend un plaisir non dissimulé, il se sent utile et j'ai pu constater notamment sur une leçon à propos d'un coupe-tube un intérêt très évident parce que l'enfant à qui on donne les fonctions que doit remplir l'objet découvre cet objet et lorsqu'il a trouvé les solutions à toutes les questions qui se posent, il trouve même, et cela est significatif, la dernière solution, celle sur le plan
de la présentation de l'objet, c'est-à-dire que non seulement l'objet est fonctionnel, mais en plus on trouve une certaine esthétique à cet objet. Par conséquent, je pense que pour l'enfant, c'est un enrichissement indiscutable. Pouvez-vous nous dire ce que l'objet technique ouvert peut apporter à des enfants ou la connaissance de ces objets? D'abord, il peut leur apporter le respect du travail d'autrui, en ce sens qu'un objet ouvert manifeste la condensation des gestes producteurs. Il peut leur apporter aussi une connaissance des époques révolues, qui est une connaissance comme au présent, car on peut trouver dans une machine, dans un outil, la trace de l'invention. Et cela permet de lutter contre un préjugé qui vient d'une certaine tournure de notre civilisation, qui est peut-être lié d'ailleurs à l'acceptation du gaspillage, un préjugé qui tend à faire considérer nos ancêtres comme moins intelligents que nous, moins créateurs. Et ce n'était pas vrai en tout cas dans tous les domaines. Voilà pourquoi un objet ouvert est d'abord un objet qui se présente comme pleinement réel, qui ne se dissimule pas. D'autre part, cet objet est vrai. Il est vrai en ce sens qu'il refuse les surcharges du luxe, de la parure, qui sont inessentielles par rapport à lui. Il se découpe dans ses lignes pures. Il présente son style comme étant très près de ce que les philosophes appelleraient l'être, et il refuse le paraître. C'est donc une leçon de réalité, une leçon de véracité, et d'autre part, une leçon de respect intelligent du passé. Je dis intelligent, car le respect qui ne serait pas intelligent, c'est le respect qui verrait dans le passé quelque chose de globalement sacré, de globalement admirable, même dans ce qui ne l'est pas. Alors, sans doute, l'objet, par son ouverture, permet, si on peut dire, de jeter un regard d'inspection dans l'activité de ceux qui nous ont précédés. C'est autrement une dimension culturelle qu'on pourrait introduire dans la technologie. Voyez-vous d'autres finalités dans l'étude de l'objet technique en classe de 4e et 3e? J'en vois d'autres, naturellement, qui seraient strictement pédagogiques. Et bien d'autres avant moi les ont présentés. Développement de l'intelligence, formation du sens de l'effort, capacité de travailler par soi-même et de contrôler le résultat de son travail par le succès direct qu'il obtient. Et il en est une sur laquelle on n'a pas beaucoup insisté. Peut-être pourrait-on malgré tout y songer. Quand on connaît une réalité dans ses lignes essentielles et internes, je crois qu'on acquiert par rapport à elle une espèce de familiarité, mais une familiarité qui fait qu'on a presque un lien d'amitié avec cette concrétisation de travail, avec cette réalité qui n'est pas un organisme, mais qui est presque un équivalent d'organisme. Dans ces conditions, l'objet réellement connu, authentiquement pensé, ne peut plus être l'occasion d'une espèce de violence, de dérèglement. Il me semble que de pénétrer réellement la signification d'un objet technique, cela exclut qu'on puisse en faire un instrument de débauche de vitesse ou de violence à l'égard d'autrui ou de prestige social. Ce sont les différentes libidines, excellendii et ainsi de suite qui, en somme, ont été présentées par les moralistes comme pouvant provenir de la possession des richesses. Il ne faut pas que l'objet technique devienne une richesse, en quelque mesure, mais qu'il reste un instrument et presque un ami dans notre rapport au monde. Tous les pays industrialisés, et même les autres, se préoccupent actuellement, au niveau des études secondaires, d'un double développement, celui de la technologie et celui des sciences, développements qui sont liés. Par exemple, l'Angleterre compte actuellement, parmi les générations d'élèves du second degré, plus de 50% d'élèves faisant des études scientifiques ou techniques. Nous sommes assez loin de cette proportion dans notre pays. La technologie, étant liée à ces préoccupations, apparaît dès le niveau d'âge de 14, 15 ou 16 ans, dans la plupart des pays, et sous une forme que je ne crois d'ailleurs pas très originale. Par exemple, la Tchécoslovaquie, dont les structures sont très voisines de nos structures modifiées, avec l'école primaire de 5 ans et le premier cycle de 4 ans, a introduit de façon obligatoire, comme beaucoup de ses pays voisins,
un enseignement technique, ou plutôt pré-technique, au niveau des classes de 4e et de 3e. Cet enseignement a la forme d'une initiation à la fabrication. C'est là qu'un progrès serait à faire. Historiquement, c'était tout à fait naturel. On commençait d'aborder les formations techniques à côté du compagnon en s'efforçant de répéter ses gestes. Les pays auxquels je fais allusion ont établi des ateliers bois, des ateliers fer, avec des maîtres capables de faire aux élèves des exercices, de petits objets de difficulté croissante dans ces deux ateliers. S'amusent les élèves. Le but que l'on s'est proposé d'ailleurs n'est pas seulement de les amuser, le but est double. Il est d'abord de faire comprendre et de faire sentir physiquement aux élèves quel est le genre de travail qu'une grande partie de la société accomplit quotidiennement. L'autre but est d'initiation technique. Cet autre but d'initiation technique me paraît devoir être atteint d'une façon plus efficace et plus large par notre conception de la technologie. Je dois dire d'ailleurs que les responsables que j'ai pu rencontrer dans les pays de l'Est, dans les pays du Nord, en Allemagne, en Angleterre, qui s'interrogent actuellement sur l'organisation d'un enseignement de masse, sont extrêmement intéressés par la technologie, comme les Français l'ont hardiment entreprise. Et parmi les articles d'exportation de notre culture, qui en ce moment a des chances extraordinaires dans le monde entier, je crois que la technologie est un élément fondamental. Eh bien, monsieur l'inspecteur général, au moment où se terminent ces séries d'émissions sur la technologie, émissions dont une partie était consacrée à des leçons et les deux dernières à quelques points de vue, nous aimerions que vous nous disiez quelle est la volonté du ministère en ce qui concerne la technologie. Cette volonté paraît de plus en plus marquée dans le sens de l'extension de cet enseignement. La preuve la plus formelle que je puis donner est la création, dans certaines écoles normales académiques, de centres de formation de personnel. Nous manquions effectivement de personnel et nous en manquons encore. Nous avons eu au départ des professeurs, des instituteurs qui ont compris l'intérêt de la technologie, qui se sont donnés à cette tâche, qui ont permis de la faire évoluer dans le sens que je viens d'indiquer. Et grâce à ces centres de formation, nous pourrons disposer dans un délai relativement court, compte tenu de l'évolution générale, de maîtres beaucoup plus qualifiés. Il est bien certain que nous pouvons, dans ces conditions, penser que la volonté d'étendre l'expérience, qui s'est manifestée encore très récemment, ne peut être que suivie de succès, étant donné l'intérêt que présente cette discipline. Je vous remercie, monsieur l'inspecteur général.